The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia is now in session. L'audience du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie est ouverte. Please be seated. Good morning. Le président, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à vous, Madame la greffière d'audience. Pourriez-vous, s'il vous plaît, citer l'affaire, la greffière d'audience? Bonjour, Monsieur le Président. L'affaire IT 0588T, le procureur contre Vujadin Popovic et consort. Le président, je vous remercie. Tous les accusés sont ici. Du côté de l'accusation, Monsieur McCloskey, Monsieur Van Der Puy, qui représente le bureau du procureur. Je constate que Monsieur Nikolic est absent. Monsieur Bourgon, du côté de l'équipe Nikolic. Monsieur Petkovic. Et toutes les autres personnes sont présentes. Est-ce que vous avez quelque chose à aborder de manière préliminaire pour commencer? D'après les informations que j'ai reçues, l'accusation se propose à présenter quelques requêtes concernant Borovchanin. En réponse à des requêtes déposées au nom de Borovchanin, Monsieur McCloskey, vendredi, nous avons déposé 3 requêtes. Le président, très bien. Oui. Maître Gosnell, une question préliminaire à ce sujet. Nous avons prévu de répondre en répondant à la requête en fin de mesure de protection. La Chambre pourrait-elle nous accorder quelques jours pour que nous ayons eu le temps de répondre à cette requête? Le président, très bien. Nous allons entendre aujourd'hui le début de la présentation de la cause Borovchanin. Souhaitez-vous faire une déclaration liminaire? Oui, Maître Gosnell. Maître Gosnell, oui, Monsieur le Président, je me propose à faire une déclaration liminaire. Le Président, il vous faudra combien de temps? Maître Gosnell, pas plus que 45 minutes, je pense. Le Président, allez-y, vous avez la parole. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. Messieurs et Mesdames les juges, c'est en effet pour moi un privilège d'être ici devant vous pour présenter la déclaration liminaire pour la cause de Lubomir Borovchanin. Monsieur le Président, je ne voudrais pas excéder par trop de simplification dans une affaire et une mise en accusation extrêmement complexe et large. Monsieur Borovchanin est accusé de 2 crimes principaux: le transfert forcé de population civile de Srebrenica et le meurtre de masse d'hommes en âge de faire leur service militaire. L'accusation estime qu'il a commis ces crimes dans le cadre d'une entreprise criminelle conjointe et ils estiment qu'il a contribué à cette entreprise criminelle conjointe en permettant aux hommes sous ses ordres d'assister à l'évacuation de Potocari en date du 12 et 13 juillet, sachant que les civils étaient forcés de quitter. En ce qui concerne les chefs d'accusation de meurtre et de génocide, l'accusation accuse M. Borovchanin d'avoir permis à ces unités d'assister dans la séparation des hommes en âge militaire de Potocari, tout en sachant qu'ils seraient tués. L'accusation accuse également M. Borovchanin d'avoir su que tous les prisonniers s'étaient rendus le long de la route de Konievitch-Polier, sachant qu'ils seraient tués et qu'il avait l'intention que ce soit le cas. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, l'affaire contre M. Borovchanin est basée sur une erreur de fait. L'accusation dit que M. Borovchanin savait tout ce qui allait se produire à Srebrenica avant son arrivée en date du 11 juillet et il l'accuse de savoir que tout ce qui allait se produire après le 12 et le 13.
l'accusation vous propose de tirer des conclusions concernant son état d'esprit et son état de connaissance sur la base de son comportement. Mais établir qu'il savait et qu'il avait l'intention que ces meurtres de masse se produisent et qu'il avait participé, l'accusation doit vous montrer que c'est là la seule conclusion raisonnable qui serait cohérente avec ces actes. À notre avis, les éléments de preuve présentés par l'accusation ne montrent pas cela. Au contraire, ces éléments de preuve montrent que M. Borovtchanin a fait de son mieux pour agir dans le respect de la loi et de l'honneur, en dépit de circonstances difficiles dont il a fait face et qui n'étaient pas de son fait. Néanmoins, nous avons décidé, alors même que nous estimons que les éléments de preuve ne sont pas suffisants, de vous proposer des éléments supplémentaires sur un certain nombre de sujets limités afin de vous aider à comprendre la situation de M. Borovtchanin à l'époque et les circonstances auxquelles il a dû faire face. Nous allons nous concentrer sur 5 points. Tout d'abord, la nature de l'autorité de M. Borovtchanin en tant que commandant de la MOUP affectée à une zone de responsabilité de la VRS. Deuxièmement, la nature ad hoc et transitoire de son commandement à des unités dont il n'avait pas auparavant la responsabilité sans l'aide de personnel de commandement ni même d'un assistant, d'un député commandant. Troisièmement, le caractère des unités qui lui ont été affectées, qui ont compris un groupe de déserteurs mal formés, mal entraînés. Quatrièmement, la portée limitée de son activité par rapport aux prisonniers de guerre. Et cinquièmement, la nature de la menace militaire auquel faisaient face ces unités sur le terrain et le caractère raisonnable de la détention d'un grand nombre d'hommes en âge militaire en tenue civile qui venaient de l'enclave. Je vous propose de faire la chose suivante. Dans un premier temps, résumer les charges de l'accusation et de souligner les différents points sur lesquels nous allons présenter les éléments de la défense. Nous estimons que ce résumé est indispensable afin de comprendre la pertinence des informations que vous allez entendre, plus particulièrement parce que il existe de nombreux aspects dans l'affaire de l'accusation avec lesquels nous n'avons pas de désaccord. Cependant, nous sommes en désaccord avec l'accusation lorsqu'elle décrit ce que savait M. Borovtchanin et quelles sont les déductions raisonnables que vous, en tant que Chambre, pouvez tirer des circonstances qu'il était en mesure de connaître. Tout d'abord, j'aimerais commencer avec le chef d'accusation portant sur les transferts forcés. Vous vous rappelez, Monsieur le Président, que l'accusation estime qu'il y avait un effort criminel de transférer, de mener un transfert forcé des populations civiles de Srebrenica qui a commencé en mars 1995. Les approvisionnements, d'après l'accusation, ont été arrêtés afin de forcer les civils à quitter la ville. Encore une fois, selon l'accusation, il y a eu une escalation qui a commencé en date du 6 juillet 1995 lorsque une offensive armée a commencé afin de terroriser la population civile et les forcer à quitter l'enclave. Cet effort s'est culminé dans la prise de la ville de Srebrenica le 11 juillet. Monsieur le Président, que faisait M. Borovtchanin au cours de cette période du mois de mars 1995 jusqu'au 11 juillet 1995? Comment a-t-il contribué à cette entreprise criminelle conjointe présumée? En fait, pendant cette période, M. Borovtchanin se trouvait à 200 km de là.
impliqué dans des combats intenses avec les forces armées bosniaques dans la zone de Sarajevo. Il était député commandant à l'époque, jusqu'en juillet 1995, de la brigade de police spéciale. Vous l'entendrez de la bouche de notre premier témoin, le docteur Bajagic. Cette police spéciale était un composant du ministère de l'Intérieur, proche des gendarmes ou des carabinieri. Leur objectif par temps de paix était de réagir à des troubles civils graves tels que des émeutes. Pendant la guerre, cependant, ils pouvaient et étaient bien souvent déployés dans le combat. Lorsqu'ils étaient au combat, ils n'avaient plus aucune fonction de police civile et étaient assujettis au commandement et au règlement militaire. Du mois de mars 1995 jusqu'au 10 juillet, M. Borovčanin se trouvait dans la zone de Sarajevo. Pour être plus précis, il était à Majevica et Treskovica. Il n'était absolument pas impliqué dans les affaires de Srebrenica à l'époque. Il n'a reçu aucun ordre, il n'a reçu aucun document de planification, aucun rapport. Et pour être juste, l'accusation n'a pas suggéré le contraire. Le 10 juillet, il a reçu un ordre du commandant du MOUP et il a donc cet ordre indiquait qu'il devait assister au combat qui se trouvait là-bas. Cet ordre indiquait que les unités seraient sous son commandement et qu'il devait faire rapport au général Kirstic. C'était en accord avec la procédure habituelle et avec la loi en vigueur. Lorsque le MOUP agit dans un rôle de combat, il se trouvait subordonné au commandement VRS dans la zone de responsabilité où il devait se déployer. M. Borovčanin a appliqué cet ordre. Il est arrivé à Bratunac le 11 juillet en début d'après-midi. Aucune unité qui devait lui être affectée n'était arrivée encore. Il s'est rendu au poste de commandement avant du corps de la Drina à Privečević afin d'obtenir les ordres. On lui a donné des instructions d'ordre général du général Mladic au téléphone. Puis, il est retourné à Bratunac. Mais à ce moment-là, c'était tard dans l'après-midi. La première de ces trois unités qui allait arriver, donc la première était arrivée à ce moment-là, il les a envoyés à l'endroit où ils devaient passer la nuit et ne leur a pas donné de tâches ni d'ordre en ce qui concerne Potocari ou Srebrenica. En fait, M. Borovčanin, finalement, n'a reçu aucun ordre concret de combat jusqu'à fin de journée, le 11 juillet, lorsqu'il est allé reconnaître le terrain dans la zone de Zutimost. À ce moment-là, l'enclave de Srebrenica était déjà tombée, Monsieur le Président. Le général Mladic, comme vous avez pu le voir dans les vidéos qui ont été présentées, avait déjà parcouru la rue principale de Srebrenica. Les habitants de Srebrenica s'étaient déjà enfuis pour aller à Potocari, où ils se rassemblaient et se préparaient à aller à Tuzla. Vous avez vu les vidéos, vous avez vu quel était le chaos et la panique qui prévalait ce jour-là, l'après-midi du 11 juillet. Vous avez vu comment les populations ont été déplacées vers les usines de Potocari. Tout cela s'est produit avant même que M. Borovčanin se rapproche de Potocari, ni même publié le moindre ordre en ce qui concerne l'opération de Srebrenica. Mais il y a un autre élément important avant que M. Borovčanin ait fait quelque chose
dans le cadre des opérations à Potocari. Le colonel Carmans arrive à l'hôtel Fontana le soir du 11 et transmet une demande au général Mladic qui, dit-il, est arrivé du gouvernement bosniaque et de la Fort Pronu, selon lequel les réfugiés devaient être évacués. Vous avez vu vous-même cette demande dans les vidéos du procès. Pourquoi cela a une telle importance? Eh bien, Monsieur le Président, parce que cela montre bien que les dés ont été jetés dès le soir du 11 juillet. Quels que soient les événements qui se sont produits pour pousser les réfugiés à quitter Srebrenica, c'était déjà produit sans pour autant qu'il y ait la moindre participation de M. Borovtchanin. L'évacuation des réfugiés était déjà à ce moment-là inévitable et appuyée, et y compris par la Fort Pronu et le gouvernement bosniaque. Comme je viens de le dire, en fin de soirée, le 11 juillet, M. Borovtchanin avait enfin reçu un ordre concernant ce qu'il devait faire le lendemain. On lui dit de se préparer à protéger les abords nord de Potocari. Le matin du 12 juillet, M. Borovtchanin suit cet ordre et se rend à Zoutimosd. Les 3 unités qui lui ont été affectées sont arrivées ou allaient arriver et sont déployées dans cette zone. 2 des unités sont des unités du MUP. Le deuxième détachement de Sekovici, de la brigade de police spéciale, et la première compagnie PJP du Centre de sécurité publique CJB de Zvornik. Nous avons déjà parlé de la brigade de police spéciale, des unités de PJP, et le docteur Bajagic va l'expliquer. Ces unités comprennent des officiers de police locale d'une zone particulière qui peuvent être rassemblés dans une unité de combat puis déployés. La 3e unité affectée à M. Borovtchanin, comme vous allez l'entendre, n'était même pas une véritable unité au sens propre du terme. Il s'agissait d'un groupe de déserteurs qui, à ce moment-là, se trouvaient être en entraînement aux installations d'entraînement du MUP à Yarorina. C'étaient des déserteurs au sens propre du terme. Ils avaient tous été arrêtés en Serbie ou dans le Monténégro et rendus de force à la Republika Srpska. Ils étaient mal entraînés et peu motivés. En tout, il s'agissait dans ces 3 unités de 250 hommes sous l'autorité de M. Borovtchanin. Une des questions dont on va présenter témoignage de la part de nos témoins ad hoc, c'est la nature ad hoc du commandement de M. Borovtchanin. Ces 3 unités ont été ficelées en quelque sorte ensemble et n'avaient jamais coopéré auparavant dans une opération conjointe. Ces unités ont été mises sous son commandement à titre provisoire. Il n'a aucun personnel de commandement qui l'aide. Il n'a pas d'organe de sécurité. Il n'a pas de moyens logistiques. Il n'a même pas de juriste militaire pour le conseiller concernant la légalité des ordres qu'il recevait à l'époque. Il n'a pas le choix que de compter sur le commandement VRS dans la zone de responsabilité où il est affecté pour tout ce qui est de soutien logistique, soutien sécuritaire et sans doute encore le point le plus important pour tout ce qui est information. Monsieur Borovtchanin a passé une grande partie de la matinée du 12 juillet entre Zoutimosd et Potocari, alors que ces unités ont traversé le terrain de part et d'autre de la route.
Vous avez déjà entendu des éléments de preuve présentés par l'accusation concernant ces mouvements de troupes. Nous ne contestons pas pour la plupart ces éléments. Leur tâche consistait à s'assurer qu'aucune force de l'armée BIH se trouvait dans la zone. N'oubliez pas qu'à ce stade, l'emplacement de la 28e division de l'armée de la BIH n'est pas connu des forces serbes. Vous entendrez parler 3 membres de la première compagnie PJP qui confirmeront qu'ils sont arrivés à Zutimost, qu'il n'y avait aucune hostilité avec les forces de la Fort-Pronu à cet endroit, qu'ils ont traversé le terrain vers l'ouest de la route, qu'un soldat de la brigade de Bratunac a été gravement blessé par une mine antipersonnelle et que n'ayant trouvé aucun signe de force musulmane, ils se sont retournés à la route principale entre Bratunac et Potocari. Après y avoir attendu un certain temps, ils sont retournés à Bratunac avant d'être redéployés vers le nord le long de la route Bratunac-Konjevic-Polje. Ni la première compagnie PJP, ni le deuxième détachement de Sekovici n'avaient joué aucun rôle dans l'évacuation ou la séparation des hommes à Potocari. Monsieur Borovchanin lui-même s'est avancé sur la route principale vers Potocari. Il est arrivé en fin de matinée le 12 juillet. Là, il a vu un énorme attroupement de civils qui attendaient, sans aucun doute. Ils attendaient d'être transportés, attendant d'être évacués. Et d'ailleurs, ils étaient désespérés. Ils attendaient d'être évacués. Et c'est exactement ce qui avait déjà été décidé entre la Fort-Pronu, le VRS et le gouvernement bosniaque. À un moment donné, à ce moment-là, M. Borovchanin a eu ce que l'on pourrait appeler une dispute verbale avec le général Mladic. Je ne vais pas rappeler le terme exact utilisé par Mladic pour décrire le MOUP selon le PW 160. En tout état de cause, Mladic a ordonné Borovchanin de déployer ces 2 unités en état de combattre le long de la route de Bratunac-Konjevic-Polje. Dans le cas où la colonne de la 28e division essayait de se rendre dans cette direction. Mladic a également ordonné M. Borovchanin de laisser de côté en arrière son unité de déserteurs à Potocari afin d'assister l'évacuation qui, selon lui, disait-il, avait fait l'objet d'un accord. Soyons parfaitement clairs concernant l'importance de la réponse de M. Borovchanin du point de vue de l'accusation. Selon la théorie de l'accusation, M. Borovchanin a permis à ces hommes d'être utilisés dans le cadre de l'évacuation, non pas seulement pour s'assurer de la déportation et du transfert forcé, mais également pour aider avec la séparation des hommes en âge militaire. Et je cite du paragraphe 43 de l'acte d'accusation, ouvrir les guillemets, avec la connaissance pleine et entière que ces hommes allaient être exécutés sommairement. L'accusation n'a cependant pas présenté d'éléments de preuve qui montrent que M. Borovchanin avait été informé d'une telle chose.
Il ne se trouvait pas aux réunions de l'hôtel Fontana. Il n'avait pas de réunion privée avec les généraux Mladic, Krstić ou Blagojevic. Et comme vous l'entendrez de notre expert, le docteur Ristivojevic, ces unités n'ont joué de rôle particulier en ce qui concerne les prisonniers de guerre. Ce que l'accusation dit, au fond, est que en laissant en arrière les déserteurs Yaorina pour les séparations, pour s'occuper des séparations, montre en tant que tel le fait qu'il avait connaissance des actes criminels dont il est accusé. Et cela montre que non seulement les détentions et les exécutions allaient se produire, mais que le transfert forcé se produisait. Autrement dit, ce seul acte, on établit l'existence de deux entreprises criminelles conjointes. Alors, si l'un d'entre nous avait été juriste dans ce personnel de M. Borovtchanin qui n'existait pas le matin du 12 juillet, et si l'on nous demandait de donner notre avis concernant la légalité d'un ordre qui prévoit l'aide à l'évacuation, qui, selon ce qu'on nous dit, avait fait l'objet d'un accord entre le gouvernement bosniaque, la Fort-Pronu. Qu'aurions-nous dit? Quel conseil aurions-nous pu lui donner? Est-ce que nous aurions pu dire non, Monsieur Borovtchanin, vous ne devez pas participer dans cette action, puisque des civils pourraient, depuis une semaine, depuis un mois, depuis plusieurs mois même, avoir été intimidés ou forcés ou poussés de manière inappropriée à partir? Est-ce que nous aurions pu dire non, vous ne pouvez pas participer, quelles que soient les circonstances, le fait que des milliers de civils étaient désespérés et souhaitaient partir? Et est-ce que notre analyse aurait été affectée par le fait de savoir qu'en 1993, des centaines de civils avaient été évacués sous les auspices de la Fort-Pronu et du Haut-Commissariat des réfugiés de l'ONU? Eh bien, nous répondrons à ces questions dans nos conclusions, Monsieur le Président. Mais le point est que M. Borovtchanin s'est conformé à l'ordre. Il a donné des instructions au commandant des déserteurs de Yaorina de rester sur place afin d'apporter son aide pendant l'évacuation. Les preuves qui ont été présentées pendant la présentation des moyens de l'accusation démontrent que Momir Nikolic est devenu la personne responsable qui a dirigé, commandé l'opération d'évacuation. C'est lui qui s'est trouvé commander cette unité pendant ces 2 journées. Voyons maintenant ce que M. Borovtchanin a pu voir à Potocari pendant qu'il se trouvait sur place, les 12 et 13 juillet. Y avait-il là quoi que ce soit dans la manière dont on a procédé à la détention et à la séparation qui aurait permis de penser que tous ces hommes allaient être exécutés? Penchons-nous maintenant sur ce que M. Borovtchanin aurait pu voir les 12 et 13 juillet à Potocari. Il a quitté Potocari le 12, avant le début des séparations. Il n'y est pas revenu avant le 13, et à ce moment-là, il est revenu en la compagnie d'un journaliste pendant à peu près une demi-heure afin de s'occuper de la question du camion-citerne volé. Le 13 juillet, comme vous avez pu le voir
grâce à la vidéo enregistrée par Petrovic ce jour-là, M. Borovchanin a vu des hommes en âge de combattre détenus dans des bâtiments en face de la base du bataillon néerlandais. Mais il n'y a rien d'inapproprié, d'inadéquat dans le fait de détenir des hommes en âge de combattre qui sont des suspects, même s'ils étaient tous en vêtements civils. Le droit international humanitaire permet cela. D'ailleurs, il existe des raisons valables pour estimer qu'en juillet 1995, tous les hommes en âge de combattre étaient au moins potentiellement des combattants. Nous allons vous présenter un nombre très important. D'ailleurs, c'est étonnant de voir à quel point ce nombre est étonnant et est grand, de documents de l'armée de Bosnie-Herzégovine montrant que l'enclave de Srebrenica en juillet 1995 était armée dans une très large mesure. Monsieur le Président, il ne s'agit pas pour nous de procéder à une défense par tout quoque. L'objectif de cette défense, plutôt, est de démontrer que ça aurait été tout à fait naturel et que cela relèverait de la précaution de détenir toute personne en âge de combattre qui cherchait à quitter Srebrenica à ce moment-là. Nous allons vous présenter des éléments de preuve démontrant que l'armée de Bosnie-Herzégovine avait au moins 6000 hommes en armes à Srebrenica, avec 10 000 de plus qui n'étaient pas armés ou qui n'étaient armés que périodiquement. Que ces hommes étaient organisés, qu'ils étaient organisés en unités qui avaient des zones de responsabilité déterminées et des missions précises. Des hommes âgés de jeunes hommes âgés de 15 ans, des adolescents, étaient enrôlés dans les rangs de l'armée. Et ces combattants, souvent, étaient en civil. Ils avaient un tel besoin d'uniformes que le nombre demandé était énorme. Le 4 juin, Ramiz Batarević, qui était le chef de l'état-major de la 28e division à Srebrenica, a envoyé une demande en demandant que l'on lui fournisse 7000 uniformes. 7000 uniformes pour le 2e corps d'armée de Bosnie-Herzégovine. Dans ce contexte, la détention de tous les hommes en âge de combattre n'aurait pas, normalement, il n'aurait pas dû faire sonner la sonnette d'alarme indiquant qu'ils allaient être tués. Mis à part cela, l'accusation attire l'attention sur le fait que ces hommes étaient entassés dans des bâtiments où ils étaient détenus et signale qu'on leur a confisqué tous leurs biens. Là encore, M. Borovchanin n'avait guère la possibilité de s'en rendre compte. Vous-même, vous avez déjà vu pratiquement tout ce que M. Borovchanin aurait pu voir pendant la journée du 13 juillet, pendant les 30 minutes où il s'est trouvé sur place. On voit des hommes entassés dans ce qu'on a appelé la Maison Blanche. On voit que c'est à l'extérieur, par terre, qu'ont été entassés, jetés, empilés leurs effets. C'est quelque chose qui donne froid dans le dos, le fait de voir ces hommes entassés à la lumière de ce que nous savons maintenant, à savoir ce qui leur est arrivé à nombre d'entre eux. Mais à l'époque, rien ne permettait de savoir qu'ils allaient être exécutés en masse. Le simple fait qu'ils étaient gardés, entassés comme cela.
Vous avez entendu d'autres éléments de preuve au sujet des attaques, des actes violents qui se sont produits à Potocari les 12 et 13 juillet. Vous avez entendu parler des pièces d'identité qui ont été brûlées ou confisquées. Nous contestons que ces événements se soient produits de la manière qui est présentée par l'accusation, ou affirmée par l'accusation. Mais même si on admettait que cela se soit produit, il n'y a pratiquement aucun élément de preuve démontrant que M. Borovtchanin a pu voir ces incidents allégués. Bien entendu, il serait naturel de s'attendre à ce qu'on l'informe de ces incidents. Mais comme je l'ai déjà mentionné, Momir Nikolic a exercé le commandement effectif des hommes qui sont restés sur place. M. Borovtchanin n'avait aucun rôle en particulier à jouer dans la gestion des conditions de détention de ces hommes. Et Dr. Ristivojevic viendra confirmer cela. Il expliquera que ces unités, donc, compte tenu du fait qu'elles n'ont pas reçu de soutien, étaient sur le point de se rendre. Les 12 et 13 juillet, M. Borovtchanin s'est avant tout occupé de déployer ses unités le long de la route de Konevich-Polje. Mais pourquoi est-ce qu'il a fait cela? Il l'a fait parce qu'il y avait cette large colonne qui comportait 12 à 15 000 personnes, dont nombreux étaient membres de la 28e division. Et parmi eux, 6 ou 7 000 étaient armés. Et cette colonne se dirigeait vers le nord en empruntant une route parallèle à cette route, parallèle entre Bratunac et Konevich-Polje. Pendant la nuit de 12 au 13, il y a eu des combats sur cette route. Vous avez entendu quelques éléments de preuve, quelques témoignages sur ces combats. Vous en entendrez parler davantage de la part de 3 membres de l'unité de la PJP qui ont été déployés à cet endroit. 2 d'entre eux ont été grièvement blessés dans la matinée du 13. Et ce jour-là, le 13, des membres de la colonne bosniaque ont commencé à se rendre. Certains ont été détenus sur le pré de Sandici. Vous vous rappellerez que c'est à ce moment-là que le général Mladic est arrivé, qu'il a dit aux hommes qu'ils allaient être échangés, qu'ils allaient être envoyés à Kladaň ou à Tuzla. M. Borovtchanin a quitté ce pré avant que Mladic n'ait terminé son discours et il s'est dirigé vers le nord, le long de la route. À ce moment-là, il semblerait qu'on a escorté les prisonniers ou qu'on les a fait monter à bord des autocars vers l'entrepôt de Kravica, à savoir vers le sud par rapport au pré. L'accusation affirme que c'est M. Borovtchanin qui a organisé la détention de ces hommes avec l'intention de les faire tuer. L'accusation affirme également que ces hommes, en fait, ont été exécutés par les subordonnés de M. Borovtchanin à l'entrepôt de Kravica. La pierre angulaire de la cause de l'accusation est le fait que M. Borovtchanin soit passé devant l'entrepôt de Kravica et qui, dans l'après-midi du 13, et qu'il ait vu des corps à cet endroit, comme vous avez pu vous en apercevoir sur la vidéo de Petrovic. Envisageons maintenant quelques aspects de cet élément de preuve, en particulier ce qui concerne l'élément clé, à savoir l'intention qu'aurait eu M. Borovtchanin. Premièrement, rappelons-nous un fait. M. Borovtchanin
a accepté un entretien avec le bureau du procureur en 2002, au départ sans être accompagné par un conseil, et il a admis, il a reconnu spontanément ce fait, et il a dit qu'il s'est trouvé sur place et il a raconté ce qu'il avait vu. Là, nous n'avons pas les propos d'une personne qui aurait pris part ou qui aurait eu l'intention de commettre ces crimes. Elle n'aurait jamais agi de cette manière-là, elle n'aurait jamais parlé de cette manière-là. Maintenant, le procureur dit que M. Borchani n'avait pas de choix, qu'il n'avait pas d'alternative, qu'il fallait bien qu'il le reconnaisse. Vous vous rappelez leurs propos liminaires? Ils ont dit, je cite, bien entendu, il était obligé de le faire. On l'a vu dans le film. Et c'était quelque chose de connu. Mais d'où vient cette vidéo? C'est M. Borovchanin qui leur a remis cette vidéo. Permettez-moi de le répéter. La vidéo qui montre les corps qui gisent devant l'entrepôt de Kravitsa a été fournie par M. Borovchanin au moment où le bureau du procureur ne l'avait pas. Autrement dit, le cœur de la thèse de l'accusation se fonde sur quelque chose qui a été reconnu par M. Borovchanin et qui a aussi fourni des éléments de preuve tout à fait clairs démontrant que cela est vrai. M. Borovchanin a fourni d'autres explications dans son entretien. Il a dit qu'il s'est arrêté sur le chemin qui mène vers l'entrepôt. Cela se situe à une certaine distance des tirs que vous avez vus sur la vidéo. Et qu'on lui a dit qu'il y a eu des tentatives de la part des prisonniers de s'évader et que les personnes qui ont commis des meurtres à l'entrepôt ne faisaient pas partie de la police. Alors il a repris sa voiture et il a pris la route pour Bratunats. Et là, il a appris que l'un de ses officiers était blessé. L'accusation vous demande d'en déduire ou de tirer la conclusion sur la base de ces actions de ces actes que M. Borovchanin avait l'intention que tous ces prisonniers soient tués et qu'il était membre de l'entreprise criminelle commune qui avait cette finalité. Cette position adoptée par l'accusation est dénuée de sens pour plusieurs raisons. Premièrement, nous avons le comportement, la conduite de M. Borovchanin pendant ses entretiens avec le bureau du procureur. Il a ouvertement reconnu ce qu'il a vu, alors qu'il n'était pas contraint à le faire, il n'était pas forcé de le faire. On pourrait difficilement dire qu'il s'agit là du comportement d'un homme qui a en effet eu l'intention de commettre ces meurtres. Deuxièmement, M. Borovchanin, pendant toute la journée du 13 juillet, s'est déplacé en la compagnie d'un journaliste qui avait une caméra et qui a tout enregistré, tout filmé. L'accusation n'accepte pas de qualifier ce journaliste de véritable journaliste, estime qu'il s'agit d'un quasi-journaliste. Eh bien, ceci n'est pas juste. Cet individu travaillait pour une chaîne de télévision tout à fait respectable et il avait une caméra. Et si M. Borovchanin avait l'intention que l'on commette des massacres des détenus musulmans lorsqu'il a quitté Potocari pendant qu'il s'est occupé du char jusqu'à la
lorsqu'il a pris la route Bratunac-Korniewicz-Polier, est-ce qu'il aurait vraiment pris avec lui quelqu'un avec une caméra vidéo ou est-ce qu'il aurait plutôt laissé cette personne à Bratunac et l'aurait quitté à Bratunac? L'accusation affirme que M. Borovchanin avait l'obligation d'intervenir sur la base de ce qu'il a vu à ce moment-là. Ils affirment que non seulement cela engage sa responsabilité au titre de l'article 7.3, mais en sa qualité de supérieur hiérarchique, mais aussi son échec à intervenir et estime que vous devriez en déduire son intention à ce que ces meurtres soient commis. Les éléments de preuve démontrent que 2 membres du 2e détachement de Sejkovici se sont rendus à l'entrepôt. À en juger sur la base des éléments de preuve par lui dire qui ont été présentés pendant la présentation des moyens de l'accusation, l'un d'entre eux était Krsto Dragicevic, qui a demandé d'être relevé de ses fonctions sur la route où il a été déployé pour qu'il puisse parler aux détenus du sort de son père qui apparemment serait disparu dans ce secteur quelque temps avant. Son commandant, Rade Čuturić, peut être inquiet par ce qu'il risquait éventuellement de faire et est allé avec lui. Bien entendu, M. Borovic ne connaît pas l'enchaînement des événements. Il se trouve au nord sur la route entre Sandici et Korniewicz-Polier. L'accusation nous présente dans sa théorie l'enchaînement des événements en disant que ce qui s'est produit par la suite, c'est une exécution prévue d'avance à l'entrepôt de Kravica et que c'est après le début de cette exécution que des prisonniers ont réussi à s'emparer d'une mitrailleuse, ont tué Krsto et blessé Čuturić. Et M. Borovchanin, quand il arrive, lui, plus tard à l'entrepôt, eh bien, c'est une toute autre chose qu'on lui dit. On lui dit que les prisonniers, comme je l'avais mentionné précédemment, avaient tenté de s'évader et qu'il n'y a pas eu de policiers qui auraient pris part à des meurtres. L'accusation n'a présenté aucun élément de preuve démontrant lequel de ces 2 récits des événements est exact. Ils n'ont présenté aucun élément de preuve sur ce qui s'est produit pour amorcer les tirs. En revanche, ce que nous savons, c'est que M. Borovchanin a reçu des appels effrénés sur son Motorola lui-même. Il n'a pas entendu la voix de Čuturić parce qu'il était hors de portée. Tout ce qu'il a entendu, c'était que quelqu'un a répondu à Čuturić dans le pré de Sandici. Et c'est ce que nous trouvons dans la déclaration de M. Borovchanin. Et c'est quelque chose qui a été relativement confirmé par M. Petrovic et nous allons étayer ces éléments de preuve en fournissant à la Chambre les résultats des tests qui ont été effectués et qui démontrent que le signal du Motorola ne pouvait pas être entendu entre l'entrepôt de Kravica et la position où était M. Borovchanin à ce moment-là. Donc, M. Borovchanin passe devant l'entrepôt plus tard, mais à ce moment-là, Krsto est déjà mort et Čuturić a pris la route de Bratunac déjà avec ses mains ayant été blessées. Donc, au moins, pour ce qui est
de ces deux subordonnés ou prétendus subordonnés de M. Borovtchanin, nous pouvons affirmer à leur sujet qu'ils n'ont pas commis des crimes à l'entrepôt. Aucun élément de preuve n'a été présenté pendant la présentation des moyens de l'accusation, démontrant que d'autres hommes subordonnés à M. Borovtchanin se soient trouvés à l'entrepôt. Et encore moins que lui aurait dû savoir qu'ils étaient là. À l'opposé, les éléments de preuve nous permettent de penser que ces unités ne contrôlaient pas l'entrepôt de Kravitsa. Plutôt, on les a déployés le long de la route vers le nord pour essayer d'empêcher la colonne de traverser la route. Vous avez également entendu des éléments de preuve disant que ce n'est pas la police qui a escorté les prisonniers du pré, mais que c'était d'autres hommes. Et vous avez aussi le témoignage d'un des survivants musulmans de l'entrepôt qui a dit que les individus qui les gardaient à l'entrepôt n'étaient pas les mêmes que ceux qui se sont trouvés près de Sandichi. Monsieur le Président, l'accusation a également essayé de laisser entendre que ce sont les unités de M. Borovtchanin qui contrôlaient la zone où se situe l'entrepôt et que cela engage sa responsabilité par conséquent. Mais ceci est erroné d'un point de vue factuel, du point de vue juridique. Nos experts vont démontrer que les unités du MOUP ne se sont pas vues affecter des zones de responsabilité au sens militaire du terme. Plutôt, on les a affectées à des zones de responsabilité des unités militaires préexistantes. Donc, l'idée que l'entrepôt se situe au sein d'une zone de responsabilité du MOUP est erronée, tout simplement. Puis, nos experts vous diront également que des membres de la police spéciale, y compris M. Borovtchanin, n'avaient pas de grade en 1995, en mois de juillet de cette année-là. Il n'était pas un officier, encore moins un officier de haut rang. La seule responsabilité qu'il avait, c'était de commander les policiers faisant partie de ces unités. Il n'avait aucune compétence, aucune attribution lui permettant de donner des ordres à qui que ce soit d'autre, quelques soldats ou militaires que ce soit, à faire quoi que ce soit. Et si on laisse de côté ces carences, qui porte sur l'auteur des meurtres à l'entrepôt de Kravitsa, la manière dont cela s'est passé, et si M. Borovtchanin avait des attributions le permettant d'intervenir, eh bien, nous allons nous pencher sur un problème bien plus crucial, à savoir l'accusation affirme que M. Borovtchanin a omis d'enquêter et que cela démontre son intention. Mais ceci est contraire au principe de base du droit pénal, sans parler de la nature humaine. Ne pas engager des enquêtes ou des investigations pour déterminer si un crime a été commis ne peut pas être placé sur un pied d'égalité avec une intention criminelle. Nous n'avons pas ici une affaire où un accusé est témoin d'une commission répétée de crimes de la part de ses subordonnés. Nous avons ici un événement unique. L'accusé s'est soudain trouvé aux prises avec cet événement. Il n'avait aucun élément lui permettant de penser que ces hommes étaient impliqués. Et qui plus est, il n'avait aucune compétence lui permettant d'intervenir.
Alors, le fait de ne pas être intervenu compte tenu des circonstances et dans ces circonstances ne peut pas nous permettre de tirer la conclusion que M. Boranchanin avait l'intention que ces crimes soient commis. Et vous allez entendre des témoignages de 2 témoins qui décriront la réaction de M. Borovchanin tard dans l'après-midi du 13 juillet, lorsqu'il est de retour à Bratunac. M. Borovchanin est arrivé au poste de police de Bratunac. Il était très troublé, très agité. Et il a exigé que l'on le mette en communication avec le QG de la brigade de Bratunac. Nos experts vous le diront, comme il était subordonné à la VRS, son obligation était de rendre compte de tout comportement criminel à ses supérieurs militaires. Même si on admettait, ce que nous n'acceptons pas, que qui que ce soit du 2e détachement de Sekovici se soit trouvé impliqué aux événements de l'entrepôt de Kravica et que M. Boranchanin l'ait ignoré, son obligation principale, son devoir premier était de rendre compte de ce qu'il savait sur la perpétration ou l'éventuelle perpétration de crimes. Et il devait en rendre compte à ses supérieurs hiérarchiques. Et comme nos experts vous le diront également, la responsabilité de diligenter une enquête supplémentaire et si nécessaire de s'adresser au bureau du procureur militaire, eh bien cette responsabilité était celle des autorités de la brigade. Ceci était prescrit par le règlement. Mais il faut dire, et ce qui est très important, c'est que c'était raisonnable et eu égard à la nature transitoire du commandement de M. Boranchanin, ceci aurait dû être fait. Il n'a pas de ressources pour prendre ou diligenter des enquêtes et il n'a pas non plus la juridiction, qu'une juridiction autre que celle sur ces hommes. Et dans ce contexte-là, il est beaucoup plus normal que la brigade s'occupe de telles enquêtes. Maintenant, parlons un peu des conversations interceptées alléguées, Kirstich. Nous n'allons pas présenter des éléments de preuve précis sur ce sujet. Nous contestons le fait que la personne avec laquelle le général Kirstich s'entretient est M. Borovchanin. Mais même s'il s'agissait effectivement de M. Borovchanin, nous estimons que lorsque vous aurez la possibilité d'entendre cette conversation plutôt anodine, eu égard à la totalité des éléments de preuve présentés, cette conversation ne démontre pas en fait que M. Borovchanin était engagé dans une conspiration élargie pénale, criminelle pour exécuter des milliers de musulmans de Bosnie. Monsieur le Président, vous entendrez également où vous aurez la possibilité de lire des éléments de preuve concernant le bon comportement de M. Borovchanin. C'est un homme qui a un sens de l'honneur d'un guerrier. Fin de citation. C'est un homme, je cite, qui sait faire des compromis intelligent en temps de crise pour éviter de la violence. Et ce n'est pas mon opinion à moi, c'est l'opinion d'un général américain qui a pu travailler avec M. Borovchanin pendant la mise en œuvre des accords de Dayton. Pour conclure, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, notre cause repose sur le fait de vous présenter contexte et de vous présenter une nouvelle vision des événements de preuve qui ont déjà été présentés par l'accusation. Et nous sommes absolument certains que lorsque vous aurez la possibilité d'entendre et de voir tous ces éléments de preuve, vous verrez que M. Borovchanin n'avait pas du tout l'intention de commettre des exécutions de masse, qu'il n'avait pas non plus l'intention de commettre des transferts
travailleurs forcés et qu'il n'a pas eu l'intention de commettre tout autre crime allégué contre lui. Il a simplement essayé de faire de son mieux, de faire face aux conséquences humanitaires de la prise d'un territoire sur lequel il y avait 30 000 civils qui étaient effrayés et qui voulaient à tout prix partir. Et au même moment, il essayait de remplir sa mission de combat qui lui avait été assignée en réponse à une menace réelle de combat. Et ceci, bien entendu, exigeait de prendre des prisonniers. Ceci est une conséquence désagréable mais normale d'un combat. De crimes très sérieux qui avaient par la suite été commis par ces détenus, sur ces détenus ont été faits. Donc des crimes importants ont été faits sur ces détenus. Mais que de dire que M. Borovchanin avait connaissance de cela à l'avance sans apporter d'éléments de preuve importants et en alléguant sa coopération avec d'autres auteurs dans le cadre d'une opération militaire est injuste. En fait, ceci est une tentative d'imposer une responsabilité collective pour ces crimes sans essayer de prouver en démontrant des éléments essentiels d'une responsabilité pénale telle qu'une intention individuelle. Donc, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, je suis relativement nouveau dans cette affaire, mais je voudrais réitérer et dire que je suis très heureux de pouvoir être ici. Et j'ai le grand honneur d'être ici parmi vous et de représenter Monsieur Borovchanin. Et j'ai le grand honneur d'avoir eu la possibilité de vous présenter ces déclarations liminaires pour... dans l'affaire qui le concerne. Le président, merci Monsieur Gosnell. Maintenant, j'aimerais voir aussi notre premier témoin disponible. En fait, il nous faudra nous arrêter à 13h25 à cause de certaines circonstances imprévues, au lieu de nous arrêter à 13h45. Et pour essayer de rattraper un peu le temps perdu, nous nous sommes mis d'accord pour réduire les pauses qui normalement durent 25 minutes, mais cette fois-ci, elles dureront 20 minutes. La première pause aura lieu dans environ 12 minutes. Donc, entre-temps, nous pouvons faire venir le premier témoin et ensuite, nous prendrons notre première pause à 10h20. Bonjour professeur, dit le président. Le témoin, bonjour. Question, je vous souhaite la bienvenue au tribunal pénal international. Comme vous le savez, vous avez été convoqué comme témoin expert
par l'équipe de la défense représentant les intérêts de Lyubomir Borovtchanin. Vous allez sous peu commencer votre déposition, mais avant de ce faire, je vous demanderai de prononcer une déclaration solennelle conformément au règlement du tribunal. Le texte vous sera donné, vous est remis en fait par Madame l'huissière et ce texte vous engage à dire la vérité. Veuillez le lire, je vous prie, à haute voix, le témoin. Merci. Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Le président, je vous remercie. Veuillez vous asseoir. Maître Lazarevitch, qui se présentera sous peu, sera le premier conseil à vous poser des questions et ensuite il sera suivi par d'autres contre-interrogatoires. Monsieur Lazarevitch, c'est à vous, Maître Lazarevitch. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur Bajagic. Nous avons bien sûr eu l'occasion de nous rencontrer à plusieurs reprises. Et pour le compte-rendu d'audience, toutefois, je vais devoir me présenter. Donc, je m'appelle Alexandre Lazarevitch et accompagné de mes collègues, nous représentons les intérêts de Monsieur Lyubomir Borovtchanin devant ce tribunal. Pour le compte-rendu d'audience, veuillez, je vous prie, décliner votre identité. Réponse. Je m'appelle Mladen Bajagic. Question. Alors, léger avertissement avant de commencer, puisque nous parlons la même langue, pour éviter du chevauchement et pour faire en sorte que les interprètes puissent interpréter fidèlement nos propos. Je vous demanderai de ménager une pause entre les questions et les réponses et vous verrez au compte rendu d'audience la course du curseur. Dès qu'elle s'arrête, vous pouvez commencer. Voilà, ceci pourrait éviter tout problème occasionné aux interprètes. Monsieur Bajagic, pourriez-vous me dire, je vous prie, où et quand êtes-vous né? Réponse. Je suis né le 5 avril 1962 à Sarajevo. À l'époque, c'était dans la République socialiste de Bosnie-Herzégovine qui faisait partie de la SFRY. Question. Où avez-vous fait vos études élémentaires et où avez-vous terminé votre école secondaire? Réponse. À Sarajevo. C'était pour ce qui est de l'école élémentaire et de l'école secondaire. Question. À la suite de la fin du lycée, est-ce que vous êtes inscrit à l'université? Réponse oui. Question. Pourriez-vous me dire, je vous prie, qu'est-ce que vous avez fait comme études, quand et ainsi de suite? Réponse. Je m'étais inscrit à la faculté de sciences politiques à l'université de Sarajevo. Et j'ai obtenu un diplôme de licence en 1988. Question. À la suite de l'obtention de votre licence, est-ce que vous avez acquis d'autres titres académiques? Réponse oui. De 1997 jusqu'à l'an 2000. Je me suis inscrit à un programme de maîtrise à la faculté de sciences politiques de l'université de Belgrade. Et en l'an 2000,
j'ai défendu ma thèse de maîtrise. J'ai obtenu un diplôme de maîtrise en sciences politiques. Question. Merci beaucoup. Par la suite, je me suis inscrit à un programme de doctorat. Et j'ai défendu ma thèse de doctorat en 2006. Aussi à la faculté des sciences politiques à Belgrade. Et j'ai obtenu le diplôme de doctorat en sciences politiques dans le domaine des relations internationales. Question, je vous remercie. Pourriez-vous, je vous prie, me dire un peu, nous parler de votre expérience de travail à la fin de vos études? Qu'est-ce que vous avez fait? D'abord, quel était votre premier emploi? Même avant la fin de mes études, avant d'obtenir mon diplôme de licence, j'étais journaliste. Et j'étais engagée dans des organisations socialistes, politiques qui existaient à l'époque en Bosnie-Herzégovine. Question, lorsque vous parlez d'organisations sociopolitiques, qu'est-ce que vous entendez par là exactement? Puisque j'imagine que c'est un terme qui n'est pas très connu des personnes n'habitant pas sur ce territoire ou originaires du territoire en question. Réponse, à l'époque, dans toutes les républiques sur le territoire de l'ex-Yougoslavie, il existait quelques organisations politiques qui fonctionnaient dans le cadre de la Ligue des communistes. C'était l'Alliance des jeunes socialistes et l'Alliance socialiste du peuple travaillant. Question. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? De quelle façon? Qu'est-ce que vous avez fait par la suite? Réponse, en 1992. J'ai commencé à travailler dans le service de la sécurité d'État de l'époque. C'était un ressort futur du département d'État au sein du ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska. Question, merci. Pourriez-vous nous dire, je vous prie, dans le cadre de votre travail au sein du service de sécurité nationale de la Republika Srpska, qu'est-ce que vous avez fait quel poste avez-vous occupé? Réponse, étant donné que j'avais des études universitaires. J'avais fait des études universitaires et que j'avais des diplômes universitaires. J'ai obtenu le poste de fonctionnaire opérationnel. Donc j'étais
quelque chose que l'on appelait l'employé opérationnel du département de sécurité d'État, Monsieur Lazarevitch. Monsieur le Président, il serait peut-être opportun de prendre une pause maintenant. Je vois qu'il est 10h20. Le Président, très bien. Faisons une pause de 20 minutes.